Boa noite. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bon, je voudrais d'abord te remercier encore une fois pour être là avec nous. C'était vraiment un grand plaisir. C'était super, super intéressant tout. Je vois que les gens ils ont bien aimé. Donc c'était super cool. Euh, je voulais poser quelques questions. Ouais. D'abord, c'est peut-être un peu politique. C'est qu'est-ce que ça a représenté l'introduction des systèmes Dolby dans le marché et ses conséquences et ses effets collatéraux. Oh là là. Euh, c'est né en fait du show business. On passe d'un commerce du disque, de la musique, au commerce du cinéma. Et c'est arrivé au moment où on multipliait les pistes. Le multipiste est arrivé et il fallait de plus en plus de dynamique, donc il fallait réduire le bruit. Et donc il y a eu une concurrence d'ailleurs de beaucoup de fabricants. Il y a eu des fabricants dans beaucoup de pays différents et puis des systèmes différents qui travaillaient avec des techniques proches, mais plus ou moins performantes d'ailleurs dans leurs résultats. Et Dolby n'était pas le plus performant, de loin. Il y avait un système allemand qui s'appelait Telcom et qui était beaucoup mieux. Et moi, à l'époque de l'analogique, j'ai toujours travaillé avec le Telcom parce que le studio, enfin le laboratoire où j'allais graver les disques, qui voyait passer tous les systèmes, puisqu'ils devaient pouvoir répondre à tous les studios, il me disait, mais Daniel, il n'y a pas d'hésitation, il faut passer sur Telcom. Donc j'ai toujours travaillé en multipiste sur Telcom et en deux pistes sur Telcom. Et le problème des Dolby, c'est qu'il fallait toujours les régler. Il y avait des Dolbytones, il fallait toujours le recaler. Dès qu'on recevait une bande, il fallait la caler. C'était pas très pratique. Mais ils avaient la puissance de feu qui était la puissance commerciale américaine. Et donc, ils ont envoyé sur la planète entière les blockbusters qui étaient codés Dolby. Et évidemment, quand tu reçois des films qui sont dominants du point de vue du commerce, tu es obligé en tant que salle d'avoir les systèmes pour pouvoir passer les films. Et ils ont été malins puisqu'ils ont empêché les gens d'acheter les systèmes, mais ils le louaient. Et donc, ils ont tenu comme ça la planète entière avec des systèmes qui étaient alloués. Plus que ça, le système qu'ils ont proposé pour le cinéma, évidemment, c'était un système qui était basé sur la stéréo au début. Et comme on sait, la stéréo, ça affecte euh, que la zone centrale. C'est-à-dire, si on est sur un côté de la salle, on n'a pas du tout la même sensation que si on est au centre. C'est un effet qui ne peut fonctionner qu'au sommet d'un triangle équilatéral dont la base, c'est les deux côtés de l'écran. Et alors, donc, il y a eu toute une progression avec un centre qui a été rajouté, etc. Enfin, on connaît toute l'histoire. Mais finalement, le système n'allait pas vers une distribution sonore à l'ensemble de la salle, mais à une zone centrale. Et ensuite, quand le 5.1 qu'ils ont aussi imposé, ils avaient le marché, donc ils pouvaient imposer le système, eh bien le système était un système environnemental qui entourait les spectateurs, et donc ça faisait un cercle. Donc il faut être au centre du cercle pour en bénéficier. Sentir les effets, ça suppose un tout petit groupe de gens qui se trouvent au sweet spot. Du coup, non seulement ils tenaient le marché dans les machines qu'ils offraient, ils avaient imposé leur système partout, mais plus que ça, ils imposaient un mode de représentation de l'espace. C'est-à-dire que, alors, d'un seul coup, la salle était le lieu où ça se passait. Alors qu'on a une fenêtre devant qui représente l'espace visuel, tout l'espace environnemental était l'espace sonore. Ce qui est un peu incohérent. Euh, alors, il y a eu plusieurs choses avec ça. Ils ont évidemment employé ce système
pour Apocalypse Now, pour un film de guerre, donc un film où on a à craindre de ce qui arrive derrière, c'est-à-dire c'est la partie la plus vulnérable de nous, l'écoute arrière, puisque on n'a pas les yeux sur l'arrière, donc c'est les oreilles qui travaillent. Et c'est là où on est le plus attentif et le plus en danger. Donc c'était un point de gagné du point de vue de l'angoisse et du stress, puisque c'est un cinéma qui fonctionne sur la production du stress, comme tous les films de guerre et les films d'action. Et donc, ensuite, ça a continué avec les systèmes qui ont été développés à partir de ça, c'est-à-dire, on a imposé les amplifications, on a imposé les isolations de chaque salle par rapport aux salles voisines, etc. Et d'un seul coup, la planète entière devait mixer ses films, ses propres films, qui n'avaient rien à voir avec ce mode de représentation, qui étaient des films qui travaillaient sur la zone frontale, devaient gérer à partir d'un système 5.1. Et ce système a été développé pour tout, pour la musique classique, mais ce n'était pas que pour la salle. Ils ont évidemment induit derrière le produit dérivé, qui était le produit sur lequel ils ont fait le plus d'argent, qui bien sûr était le home vidéo, qui là aussi était un système où on achetait leur système en achetant les amplis, etc., les lecteurs. Et voilà comment tout le monde a cru qu'en s'équipant avec ce système, c'est-à-dire en achetant, on allait être le prince, comme on était dans la salle, au centre du monde, et que il suffisait d'un peu d'argent pour pouvoir être placé, avoir une représentation qui nous placerait comme le plein propriétaire de la scène qui nous entoure. Évidemment, c'est un leurre, parce que pour avoir un système 5.1 qui fonctionne, il faut le calibrer en niveau, il faut le calibrer en fréquence, il faut que la salle soit équipée en termes d'absorption et de réverbération, etc. Et personne, sauf les très riches, peuvent s'équiper avec une salle comme ça. Et donc, c'est des systèmes qui sont une espèce de virtualité de la représentation sonore du cinéma. Voilà comment on impose un mode de représentation qui correspond au théâtre du XVIIe siècle, c'est-à-dire quelque chose qui est organisé pour le prince. Voilà l'histoire. Et c'est-il possible d'avoir une salle de cinéma où on puisse placer des modes de représentation différents, donc peut-être un système où on pouvait représenter de plusieurs façons différentes? De toute façon, avec le système Dolby, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut mixer comme on veut, on peut ne pas activer les systèmes arrière, bien sûr, évidemment. Qui peut le plus, peut le moins, et maintenant on passe avec un nombre de canaux discrets encore plus grand. Bien sûr. Mais comment dire? Alors bien sûr, la stéréo, c'est un progrès par rapport à la monophonie en termes de pouvoir séparateur, mais c'est pas pour ça qu'on a plus de discernement dans la scène, parce que les mixages sont faits dans des champs globaux, dans des champs, dans une circularité du champ. En fait, il faudrait avoir un système qui serait presque en grille pour avoir des localisations extrêmement précises. Et en même temps, est-ce que c'est nécessaire une telle localisation? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de précision? C'est pas sûr. C'est pas sûr, puisque l'œil travaille à compenser la zone et à aller chercher les éléments qui sont donnés. Voilà. Donc tout ça est assez compliqué, mais on voit que ce sont des marchés, hein, que c'est pas une chose qui est simplement un progrès technologique comme on nous le vend pour du progrès. C'est-à-dire toujours le nouveau système éteindrait le système précédent. Hein. C'est comme si les vieux films, ça n'était plus possible de les regarder parce que c'est vieux, c'est de la vieille technologie.
je suis désolé, quand je regarde Fritz Lang, un film de 1930 ou un film antérieur même, hein, Eisenstein ou d'autres, je suis toujours aussi émerveillé par ce qu'ils faisaient. Hein. Ils avaient une low technologie. Hein. Ouais. Et peut-être ça il y a un rapport aussi avec plusieurs films qui sont ressortis, des anciens films qui sont ressortis, comme tu nous avais montré avec Stalker de Tarkovsky, mais aussi des albums de musique. Parfois, ils font des albums anciens et ils vont remasteriser, mais ils remixent et ça change complètement l'objet. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'histoire. Voilà. L'histoire serait gommée par une technologie qui nous remettrait à jour, hein, les choses, notre façon de revoir le monde. Comme si la pensée et l'écoute d'une époque n'existaient pas en tant que telle. Comme s'il y avait un absolu qui était évidemment toujours dépassé, ce qui permet de vendre toujours le nouveau produit qui dépasserait le précédent. On jette tout et on recommence. C'est ce qui s'est passé à l'arrivée du numérique. Hein. Moi, j'ai jeté voilà, des centaines de milliers de francs à l'époque pour rien, puisque la technologie numérique était moins bonne que la technologie analogique qu'on avait. On avait une dynamique extraordinaire. Moi, j'avais 105 dB de dynamique avec les télécoms. Hein, et le signal était beaucoup plus intéressant que ce que nous donnait le numérique à cette époque-là. Donc voilà, il y a une espèce de lessive. Hein. On nettoie tout ça, on n'en parle plus, c'est fini, c'est le passé. Alors évidemment, si on parle des transformations, le cas de Tarkovsky et de Stalker est absolument scandaleux. Et personne n'y a vu un scandale. Personne n'a même noté la chose. Et même les gens, quand ils mettent le DVD et qu'ils entendent la version 5.1 qui a été remasterisée et où tous les sons ont été changés, ont été ajoutés, ils ne s'en rendent même pas compte. Et quand je dis à des étudiants, mais écoutez les deux versions, mais certaines personnes me disent, oh non, c'est beaucoup mieux, plus il y a de canaux, mieux c'est. Comme si on pouvait réécrire ou repeindre la Joconde ou Van Gogh ou réécrire la Bible. Hein. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui serait sur l'idée du plus. Hein. Il y a du plus. C'est encore l'idée de la croissance. Bon, on va changer un peu le sujet. Dans tous les endroits où tu as passé, ou pendant les ateliers ou en travaillant, quelles sont les plus grandes difficultés, les barrières que tu as remarquées pour travailler l'écriture sonore dans une œuvre, c'est-à-dire dans chaque endroit, qu'est-ce que c'est la chose la plus difficile que les professionnels trouvent pour travailler l'écriture sonore au cinéma? Au cinéma. Moi, je pense que c'est qu'il y a une sorte de non-conscience de la question sonore. C'est-à-dire, c'est un objet qui n'existe pas. Et c'est le déplacement qui a été fait sur la technologie qui l'empêche d'exister. C'est parce que c'est un immatériel et qu'on ne l'a jamais à l'état arrêté. On ne peut pas le mettre sur le papier. La meilleure preuve, c'est que c'est uniquement la musique qui existe sous forme de notation de papier. Et encore, ça n'est pas une écoute. Hein. Il faut être vraiment un bon musicien pour, à la vision d'une partition, commencer à l'entendre. Et il y a là, avec le son, quelque chose qui n'existe jamais, qui est toujours en train d'arriver et en train de disparaître. Et donc, c'est un objet qui est en plus consécutif à un événement. C'est une trace de quelque chose qui a eu lieu. Je déplace une bouteille et je la pose sur la table. C'est déjà le passé de ce geste que l'on entend. Donc, il faudrait pouvoir prévoir et penser ce que ça induit, hein, de faire un geste, de faire un mouvement, etc. Or, on pense les mouvements en termes de présent, de ici et maintenant, et non pas de ce que ça sera comme conséquence. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Et du coup,
travailler le sonore, c'est être confronté tout le temps à ça, mais tout le temps. C'est-à-dire que personne n'a de raison de se placer à cet endroit-là. Et même les scénaristes, lorsqu'ils écrivent, les scénaristes ne pensent pas qu'en disant c'est une séance de nuit, c'est un plan qui va être fait la nuit, ils ne pensent pas que le son va être totalement différent, qu'il va y avoir du silence, que les sons de la nuit ne sont pas ceux du jour, etc. Non, ils le pensent par rapport à un contexte social, parce qu'on sort le soir, etc. Ils le pensent en termes de relations des êtres, mais non pas en termes de nature globale de la situation. On ne pense pas en termes aussi d'énergétique de jeu, on le pense par défaut, c'est-à-dire les gens se battent. Par exemple, on dit les gens se battent. Donc on le pense en termes de combat entre des êtres, d'opposition, mais on ne le pense pas en termes de nature de l'évolution sonore. Hein. Et puis alors, on est toujours dans quelque chose qui serait de l'ordre d'un réalisme où il faudrait entendre tout. C'est-à-dire que si on tourne une scène et que l'on voit plusieurs choses qui bougent dans le plan, on pense qu'il faut tout bruiter. Voilà. Il est impossible de retirer des choses. Par exemple, quand on est dans une séance de bruitage, le bruiteur, il veut nous faire entendre tout. Et il nous dit « Ah, mais tu vas m'en vouloir au mixage parce que ça va te manquer et tu t'en voudras de ne pas l'avoir fait. » Non, on lui demande, je me souviens sur le film de Tariq Teggia, je disais, mais non, on n'en a pas besoin. Ça nous fait perdre de l'argent, du temps, et puis c'est ridicule, quoi, ça sert à rien. Et évidemment, les gens veulent pousser leur rôle et leur métier jusqu'au bout. C'est pareil pour les monteurs son. On a créé ce poste de monteur son qui n'existe pas, qui n'avait pas lieu d'être, puisque l'image doit se monter en même temps que le son et se penser en même temps. Eh bien, d'un seul coup, il s'agissait de nettoyer des pistes, puisqu'on enregistre avec des multipistes, et qu'il va falloir retirer tout l'excédent qui gêne et qui salit. Hein, voilà. On parle en termes de propreté ou de saleté. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment le niveau zéro de la pensée du son, quoi. Évidemment, le son, c'est que de la saleté. Je suis désolé, c'est du chaos, le son, et même la musique. Donc, comment penser qu'il faudrait nettoyer les silences, etc. Non. Le silence, c'est ça qui désigne la nature d'un lieu. Alors on peut le penser autrement, voilà. Alors les monteurs son passent des heures et des heures à faire des propositions et qui ne sont pas choisies, qui sont choisies trop tard. On délègue au moment du mixage pour pouvoir choisir. Mais au mixage, on ne peut plus choisir, ça coûte très cher, le temps est compté, on n'a pas le temps d'essayer les choses. Et donc on se retrouve dans une espèce de cascade de pratiques où les choix ne sont jamais faits. Le choix n'est pas fait sur le plateau, puisqu'on a des multipistes. Le choix n'est pas fait au montage son, puisqu'on donne un éventail pour le mixage. Et c'est au mixage qu'on va devoir faire des choix esthétiques qui auraient dû être faits en amont et même au moment de l'écriture scénaristique. Donc, et il y a quelque chose comme ça qui ne fonctionne pas et qui fait que les films sont saturés de sons, sont pléthoriques, que la forme n'est jamais choisie, que la forme sonore n'est qu'une forme d'accumulation. Et tous les films sonnent pareil. Donc, évacuons, jetons les sons et essayons de les repenser. Et moi, je suis pour le bruitage. Finalement, je suis pour la post-production simple, hein, parce que au moins là, on sait ce que l'on met et où on le met et de quelle façon on l'utilise. Voilà. Et on peut enfin retirer les choses dans l'image, parce que plus il y a de son et moins on voit. Parce qu'on ne sait plus quoi regarder, puisque tout est bruité et donc tout a de la valeur. Et que le pouvoir séparateur que l'on a dans la réalité du monde, on ne l'a plus quand les choses sont mixées. Même si on a un 5.1 ou un 7.1. On ne peut plus dissocier les éléments et choisir comme on le fait dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on peut ne pas écouter des choses. On peut être dans un lieu bruyant, dans un café où il y a des bruits partout, et écouter qu'une seule personne, et on oublie tout le reste. C'est impossible à faire au cinéma. Sauf de mettre un micro-cravate qui définit un plan serré, et puis voilà, on va mettre que ce micro-cravate. Et ça donne un son qui est comme ça, dans un plan comme ça. Mais c'est quoi ce choix ? C'est pas un choix.
C'est une contrainte, c'est un travail par défaut, et non pas un travail de réelle construction avec une volonté d'éloigner les choses. Enfin, bon, il y a énormément d'approches dont on se prive par contrainte de réalisme. Alors je ne parle même pas du travail avec 3 caméras, où là, évidemment, il y a même plus d'axes de lumière, donc tout est éclairé par tous les axes, et que finalement, tu peux même plus passer une perche, quoi, tu peux plus rien faire. Moi, je me souviens, à une époque, le chef-op nous donnait toujours une zone où on n'allait pas faire d'ombre. Il ne nous le disait pas forcément, mais il nous le faisait. Et on pouvait travailler. Là, non seulement le temps est infini, les disques durs sont infinis. Avant, on avait un magasin et on savait qu'un plan séquence, c'était 10 minutes, hein, c'était 120 mètres en 16 par exemple. Et voilà, on savait qu'on pouvait percher 10 minutes, c'était dur, mais voilà, on le faisait. Maintenant, donc, il y a une espèce de technologie qui a dépassé disons, les impératifs humains, et qui fait qu'on doit sans cesse s'adapter aux machines, et des machines qui sont conçues, et des approches technologiques qui sont conçues non pas en fonction d'un besoin spécifique à un film, mais d'un absolu. Tout devrait se faire de cette façon parce que la technologie en est là. Bon, moi je suis désolé. Et alors heureusement, il y a des gens comme Alain Cavalier qui décident d'un seul coup de plus travailler en équipe, ou d'avoir 2 caméras, mais il y en a un pour le comédien qui est en face, on se filme mutuellement, etc. Et c'est ce qu'il fait dans Pater, par exemple. Il change les règles. Il y a une espèce de décroissance de technologie, et c'est pas pour ça que ces films sont pas intéressants, au contraire. Donc moi je suis pour ça, c'est-à-dire que chaque film demande de penser son dispositif, de penser ses outils. Et jadis, on fabriquait les outils pour un emploi spécifique. On a inventé les outils pour que la main puisse faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Je crois qu'il faut revenir aux théoriciens des outils, hein, pour le roi Gourand, tous ces théoriciens, Simondon, tous ces philosophes qui ont essayé de refaire apparaître ce qu'était l'outil. On n'a plus la main sur les outils. Si Godard peut aller demander à Beauviola d'inventer une nouvelle caméra pour faire tel type de film, ou un magnétophone pour faire, voilà, et un nouveau magnétophone est né. Mais très peu de gens sont là-dessus. Quand il fait un film en 3D, Godard, il prend ses 2 appareils photo et puis voilà, il fabrique sa 3D pour lui. Pour moi, c'est fondamental. Tout le reste, c'est de l'industrie. Et le cinéma, pour moi, c'est pas de l'industrie, mais de l'artisanat. Il faut que la relation aux outils soit proche. Il faut que ça soit mes outils, et non pas que je m'adapte à lui, mais qu'il s'adapte à moi. Parce que c'est ma pensée qui domine les outils. C'est pas les outils qui doivent dominer ma pensée. Et là, on arrive à un débordement qui fait que les gens ne pensent plus qu'en termes d'outils. Est-ce que tu as la dernière caméra? Est-ce que tu as le dernier système? Etc. Bon, d'accord, mais on fait toujours le même film et on fait toujours le même truc. Et on voit à la télévision, c'est ça. Hein. Tous les films sont pareils, toutes les voix sont les mêmes, tout le monde parle de la même façon, tous les sons sont les mêmes, etc. On mixe dans 2 dB de dynamique. Voilà ce que c'est les réducteurs de bruit. On a fait des réducteurs qui permettaient de faire 100 dB de dynamique, et maintenant on travaille à la télé avec une compression où la dynamique de la voix travaille dans 2 décibels, parce qu'il faut que la ménagère, quand elle passe l'aspirateur, puisse comprendre tout le dialogue. C'est terrifiant. On n'a même plus l'instant où on va s'arrêter pour regarder. Donc, il y a vraiment, là, il y a quelque chose qui est une espèce de liquidation de la liberté, et qui se fait par en dessous, et auquel il faudrait être conforme, etc. Et pour moi, c'est ça qui entrave le plus la question du travail. Et c'est partout.
Avant, on pouvait travailler au montage avec les monteuses ou avec les monteurs et passer du temps à essayer un son sur une scène, de repartir, refaire les choses. C'était l'ingénieur du son qui travaillait sur... Voilà, il y avait une continuité. Moi, j'ai toujours connu Antoine Bonfanti qui faisait le plateau et qui ensuite venait à la table de montage, répondait à la demande du monteur et puis venait et faisait le mixage. Alors c'est vrai que c'est bien de passer la main à quelqu'un d'autre pour avoir un autre regard, mais aussi c'est bien de pouvoir travailler sur sa matière et poursuivre jusqu'au bout son travail. Et à ce que je sache, les travaux qu'a fait Bonfanti sur ses films sont magnifiques. Il suffit de voir par exemple les films de Jean-Pierre Sentier, comme Le Jardinier ou des films comme ça. On voit que la créativité et la pensée du son, elle vient depuis le début et elle va jusqu'au bout. Ou de Duras sur India Song, etc. Dans quel point est aujourd'hui en France les débats théoriques à propos de l'écriture de son? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de pensée. Je suis désolé, j'aime pas dire du mal des gens, mais tout le monde a pensé que Chion était la pensée dominante du sonore. C'est une erreur totale. Chion a travaillé sur le cadavre du cinéma, c'est-à-dire sur des films finis. Le cinéma, c'est quelque chose, quand on est professionnel, c'est quelque chose à venir. C'est quelque chose qu'il faut penser en fonction du comment faire. Et personne ne s'est placé à cet endroit. Moi, j'y travaille, mais moi, j'ai aucune influence sur quiconque. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui n'est plus dans le métier et qui, fait un travail ailleurs, au théâtre, etc. Mais je pense qu'il est temps maintenant de commencer à aborder cette question et d'interroger. Ce que j'essaye de faire dans mes enseignements, c'est d'interroger, c'est-à-dire non pas de prendre les choses comme étant une valeur absolue, mais une valeur relative à chaque œuvre. Chaque œuvre doit penser sa forme, doit penser sa méthode, doit penser son processus, son modèle, ses règles, etc. Et ça se fait non pas tout seul dans son coin, mais ça se fait avec les scénographes, avec les costumiers, avec tout le monde. Je pense qu'il y a quelque chose là qui doit se faire. Et même quand les gens... C'est ça que je me souviens avec Jaoui, sur un de ses films, je travaillais avec Duret, moi je m'occupais de la musique en direct, puisque c'était une histoire de chanteur. On avait été visiter 3 décors différents qui devaient être les salles de répétition. Moi j'avais suggéré une des salles, parce qu'elle me paraissait la plus intéressante du point de vue acoustique, pour pouvoir faire le son direct et travailler dedans. Et bien évidemment, alors qu'elle m'avait demandé de venir pour le choisir, eh bien elle a choisi une autre qui était très mauvaise acoustiquement, la pire. Pourquoi ? Parce que visuellement, elle était la mieux pour elle. Parce que c'était pas trop beau, etc. Parce que ça devait être des pauvres, etc. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on nous demande de cautionner leur choix, qui n'est pas du tout un choix en fonction des nécessités que l'on a pour faire un travail. Donc on en est un peu là pour le moment, c'est-à-dire que ceux qui font semblant de nous écouter, finalement, eh bien c'est des décideurs qui s'en foutent, finalement. Alors, en même temps, certains réalisateurs ont conscience du son, ils vont jusqu'au son, pour certains films ou pour toute leur œuvre. Et ça, c'est miraculeux, mais il y en a très peu. Et ceux-là, je dirais, ils n'ont même pas besoin de nous. Quand je vois le travail de Grand Rieu ou de Tariq Tegia ou de gens comme ça, ils n'ont pas besoin de nous. Ils savent quoi faire et ils le font très bien. Non, notre fonction, elle est double. Évidemment, l'ingénieur du son, en général, c'est le bon petit soldat qui doit obéir au général. Donc, effectivement, il y a un travail à faire et il faut qu'il soit fait. Et ça, c'est bien sûr, il est difficile ce travail, mais il faut le faire. Il est très contraignant.
il n'y a pas de choix. Mais par ailleurs, il y aurait quelque chose qui serait à penser très en amont, beaucoup plus en amont, pour amener peu à peu, et je pense qu'il y a la formation continue et il y a l'enseignement dans les écoles, pour amener ça, c'est-à-dire faire écouter des films, montrer la diversité des formes. Il n'y en a pas une, il n'y a pas une bonne forme, il y en a une multiplicité. Pour que l'imaginaire se développe et que les gens osent aller à l'endroit où l'on ne sait pas, plutôt que de continuer de savoir. Je crois que moi, c'est ça que je propose dans mon travail. En même temps, je me suis lassé d'enseigner en enseignement initial parce que quand on enseigne à des étudiants qui n'ont pas encore vécu l'expérience, le choc du tournage, quand ils arrivent sur le tournage, ils ont mille autres choses à s'occuper de la question du son. Mais je préfère travailler avec des gens qui ont déjà tourné et les prendre quand d'un seul coup ils se posent la question du son parce qu'ils savent que là il y a un écueil et que là ils ont besoin d'aller plus loin. Maintenant, faire le renversement comme je fais avec certains en disant on va essayer de penser le cinéma en commençant par le son, ça donnerait quoi, la construction non synchrone du cinéma, puisqu'on fait d'abord le son puis on ferait l'image ensuite. Là j'ai vu des choses récemment formidables et là je suis ravi parce que je me dis mais bon voilà, il y a des axes, il y a des pistes que certains prennent et au moins les gens essayent. Le devenir de ce que ça va avoir, j'en sais rien. Je veux dire, de toute façon, moi, je veux dire, c'est très modeste mon approche. Mais au moins, j'ai le sentiment de ne pas me tenir à l'endroit où l'on travaillerait pour faire des catalogues de règles pour les universitaires, pour qu'ils continuent de reproduire cet enseignement. Hein. C'est ce qui se passe pour le moment. Il y a eu un théoricien qui est arrivé le premier, qui a pondu des textes, et on croit que c'est la seule pensée. Or, la pensée qu'il y a dedans, c'est la pensée de la constatation de l'état, et par la fixation même, par des terminologies, d'un espèce de vocabulaire qui ramène tout à un son qui dépendrait de l'image. Non, il y a le son, et il y a l'image. Et la question, c'est comment on les agence et comment on joue, on les fait jouer ensemble. Et ça, pour moi, c'est une vraie question. C'est une question qui n'a pas de réponse et auquel chacun doit trouver ses réponses. Et chaque œuvre doit inventer ses propres réponses. Les catalogues de concepts, qui ne sont même pas des concepts, parce que ce n'est même pas des outils de pensée, on n'en a pas besoin. J'ai une question, c'est à propos de la Biennale de BIS. Ouais. Comment t'as pris d'abord cette découverte? Donc qu'est-ce que tu as pensé tout d'abord et maintenant après ces jours ici, qu'est-ce que tu penses et voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur la Biennale? Alors déjà, quand la proposition est arrivée, quand tu m'as contacté et que j'ai vu ça, je me suis dit, Biennale du son du cinéma, je me suis dit, mais c'est un ovni, c'est un objet nouveau, ça n'existe pas. Pour nous, ça n'existe pas. C'est-à-dire, l'idée même de faire ça, personne ne l'a produite. Par ailleurs, que ce soit des nouvelles générations qui le fassent, me paraît absolument fondamental et essentiel. Et c'est pour ça que je suis venu tout de suite, parce que je me suis dit, mais évidemment, il faut participer à ça pour partager et pour interroger ensemble cette question. Je me suis dit, si ça existe, c'est qu'il y a là une interrogation qui est fondamentale. Si on en est à fabriquer une biennale, à aller jusque-là, c'est que vraiment il y a un besoin, il y a quelque chose derrière auquel il faut tenter de répondre. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse, mais il faut mettre en route quelque chose qui soit de l'ordre, en tout cas, d'une somme d'interrogations, d'un lieu où les gens qui font du son, qui sont d'habitude tout le temps isolés, puissent se rencontrer, se retrouver, se rassembler.
Et non pas se rassembler en se parlant et en se racontant ses exploits, mais en se mettant devant un objet qui est le film, qui est une multitude de films, de propositions. C'est ce que j'ai essayé de faire pour essayer de voir comment, déjà dans l'histoire, parce qu'on oublie l'histoire du cinéma sonore, elle n'existe pas encore, cette histoire du cinéma sonore. Il faut la faire advenir. Elle est gigantesque. C'est pas dans un petit catalogue qu'on trouve les films. Il faut tous les reprendre et les interroger et se mettre ensemble, regarder et essayer de comprendre ce qui est intéressant par rapport à notre désir de faire évoluer ça. Il y a eu des milliers de propositions, des millions de propositions. Même des fois, c'est un petit détail dans un film, mais ça suffit pour déjà avancer. Ça, c'est une chose. D'autre part, moi je suis venu dans un temps très très court parce que par ailleurs j'ai d'autres obligations. Donc en venant, malheureusement, j'ai pas eu le temps de participer au reste du festival, de voir les films proposés. J'en ai vu très très peu. Je ne sais pas du tout comment vous les avez choisis, à partir de quoi, autour de quoi, pourquoi. Et puis je n'ai pas évidemment entendu les autres interventions et ça c'est très très dommage. Donc j'espère pour une autre fois, un autre moment, pouvoir revenir pour pouvoir entendre et participer à ça. Je crois que le fait de faire venir des gens aussi de pays différents est fondamental, parce que les modes opératoires, les façons de travailler, les façons de concevoir ont toujours été différentes selon les pays, depuis l'invention même du synchronisme. Les méthodes ne sont pas les mêmes. On ne fait pas du cinéma pareil en Russie qu'en Italie, qu'aux États-Unis, ou au Portugal ou qu'au Brésil. Voilà. Donc, cette confrontation d'expériences à travers les œuvres, parce qu'il faut voir les œuvres spécifiques de chaque pays, nous permet de comprendre mieux les esthétiques. Là, je reviens du Vietnam, mais j'ai vu comment le cinéma vietnamien travaille avec l'imaginaire, avec les fantômes. Hein. C'est un autre rapport au monde. Les fantômes sont présents. Et donc, le mode de représentation fantomatique de ce cinéma, on ne peut pas le comprendre dans les autres pays. Il faut aller dans le pays pour commencer à voir comment ils résolvent cette question de la fabrication du fantôme dans leurs films. Bon, ça serait pareil pour le cinéma japonais, c'est pareil pour... Voilà. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nous tous, pas seulement dans la façon de faire de la technique, mais d'une esthétique de tout un peuple finalement, puisque ce qu'il y a sur le cinéma, c'est l'endroit où se retrouve tout un peuple. Et donc je crois beaucoup, moi, à BIS. Je trouve que c'est une proposition extrêmement importante, et qu'il faut la prolonger, l'agrandir, la confronter à tous les corps de métier. Il ne faut pas que ce soit simplement les gens du son qui se retrouvent ensemble. Il est fondamental qu'ils puissent se retrouver ensemble parce qu'on ne se voit jamais, mais il est aussi fondamental de faire venir des gens de l'image, des gens qui soient sur la production, des gens qui soient sur la scénarisation, pour les mettre face non seulement à nos problématiques, mais à la question de l'esthétique qui les concerne au premier chef. Oh, ok. Juste une dernière petite question. C'est quelque chose que je m'interroge, et on en a déjà parlé ces jours-là. D'où vient la perte du silence? C'est mystérieux. Je crois qu'il y a la peur de ne pas avoir de retour. Parce que quand il y a du silence, on écoute, mais on ne produit pas. Le silence, c'est toujours ce qui invite à produire. Et quand on est tout seul et qu'il y a le silence autour de nous, on n'arrive pas à produire, parce qu'il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas quelqu'un à qui s'adresser. Et je crois que le silence, c'est quelque chose qui nous fait retourner à notre intériorité, et on est trop près de soi-même. En même temps, le silence est moteur, et c'est l'élément fondamental, dynamique, qui permet à la fois de comprendre et d'entendre ce qui vient de se passer,
ce qui a été bruyant, et en même temps de pouvoir, comment dire, trouver son énergie et sa source à toute la suite, à tout rebondissement. Hein. Je crois que le silence est constitutif même du sonore. Il est une partie du sonore qui est absolument essentielle. Mais penser en termes de silence, ça serait penser en termes de négatif par rapport à un positif, et en fait, c'est pas ça. Mais ça pourrait être ça, c'est-à-dire, on pense toujours le silence comme étant le négatif du bruit. Or, non, c'est toujours aussi du sonore. C'est simplement un niveau différent de l'expression du sonore. C'est l'apparition des lointains, c'est la disparition des proximités. Le silence, c'est la conscience de l'éloignement. Donc c'est la conscience de la solitude. Parce qu'on est loin des endroits où les choses se font, où les choses existent. Donc, pour moi, c'est... Là, justement, je suis confronté à ça, puisqu'on vient de me demander de faire une conférence sur le silence, que je dois faire au mois de mai à la Bibliothèque nationale en France, à Paris. Et j'ai, depuis 4 mois, 5 mois, travaillé dessus. J'écris tous les jours sur cette question. Et je vois à quel point c'est difficile et complexe de se placer sous cet angle, sous ce point de vue, pour pouvoir considérer la construction. C'est quoi construire le sonore en le pensant en termes de silence? Ça serait quoi construire le son d'un film à partir de l'état de silence? Or, c'est ça. Il y a eu des tonnes de films qui ont été faits à partir du silence, entièrement post-produits. Les premiers films sonores de Fritz Lang, ils sont faits dans des décors silencieux. Hein, on a vu, par exemple, Libéral et Cavalier, c'est fait dans un décor qui est mis au silence. Et pour lui, la difficulté, c'était quoi? C'était de penser comment il allait, alors qu'il n'y avait pas de dialogue, hein, ni de musique, comment il allait faire avancer des sons, mettre en ordre des sons, hein, c'est-à-dire composer, comme on dit en musique, pour que ces sons soient suffisants, mais pas permanents. Hein. Donc, c'est-à-dire comment organiser la discontinuité de la progression. C'est-à-dire, on avance un élément, il s'éteint, et puis un nouvel élément va arriver qui va nous emmener ailleurs et à penser autrement. Pour moi, ça serait peut-être une école fondamentale, hein, de partir de cela, d'apprendre à partir de cela, d'apprendre le silence. Bon, merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous. Merci. Et voilà, j'ai fait déjà l'invitation la prochaine fois. Je vais t'écrire pour qu'on voit quelque chose pour qu'on puisse faire ensemble ici. Oui, et puis même on peut en parler, même sans forcément que je vienne, on peut échanger pour continuer de dialoguer, parce que maintenant on a des outils pour dialoguer au loin et on peut facilement avoir des moments d'échange et de réflexion. Parfait. Et j'espère que tout ça va bien se progresser jusqu'à la fin de la biennale et que vous préparez bien la suite. Merci. Merci.